Vous accueillir ici aujourd'hui particulièrement parce que c'est pour le lancement d'un projet qui nous tient à cœur. Je ne vais pas être très longue parce que Rachel va faire une présentation beaucoup plus élaborée par rapport à l'orientation intellectuelle et conceptuelle de cette académie. J'aimerais juste raconter une petite histoire comme j'aimerais le faire. D'abord, pour les personnes qui sont là pour la première fois, je m'appelle Toyoko et je suis la directrice fondatrice de ce lieu. Et après 5 ans d'activité assez soutenue autour des expositions et du débat culturel et social, nous avons pris une année sabbatique institutionnelle pour un peu repenser ce que notre action, d'abord, naturellement, revoir le contenu de notre programmation et de savoir si ce que nous faisons a du sens ou pas. Et c'est à la suite de ça que nous sommes arrivés à la conclusion qu'il est certes nécessaire de faire du commissariat d'exposition et de présenter des artistes, mais il est d'autant plus nécessaire de réfléchir et d'avoir un espace d'éducation sans pour autant que ce soit dans un contexte de professeurs étudiants par rapport à la pratique artistique, à la recherche en commissariat et à la critique d'art. Et c'est à l'issue de ça que nous sommes arrivés à créer l'Académie, qui déjà, il y a 2 ans, à l'occasion de notre deuxième symposium qui a été axé sur comment sont formés les artistes en Afrique, autour de l'éducation artistique, qui a réuni un grand nombre de représentants et de directeurs d'écoles d'art en Afrique, notamment l'Académie de Kinshasa, qui est une des plus anciennes, l'Institut d'art d'Abidjan, et c'était organisé en collaboration avec l'école d'art de Dakar. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'école nationale des arts ici aujourd'hui? C'est dommage. Et donc, au cours de ce symposium, qui a vraiment analysé un peu l'histoire de l'enseignement de l'art en Afrique et en relation avec, ou en comparaison, si vous voulez, avec l'enseignement de l'art en général dans le monde, on a arrivé à la conclusion qu'il manquait un espace vraiment de réflexion et de concentration sur comment déjà enseigner l'art aujourd'hui au XXIe siècle. Est-ce qu'on peut encore enseigner l'art et la réflexion autour de l'art de la manière traditionnelle jusqu'à présent? Et c'est à l'issue de ça que nous avons effectivement développé ce programme qui s'appelle Pro Academy. C'est pas, bien que le programme est un terme un peu scolaire, éducatif, c'est pas une école en tant que telle. C'est vraiment un moment assez particulier pendant 8 semaines où les participants, que nous appelons pas des étudiants effectivement, où les participants ont la possibilité de se concentrer et de travailler avec des professionnels qui, dans leur pratique, dans leur parcours professionnel, ont fait des choses ou font des choses qui influent ou qui nourriraient la pratique des participants. Et ça, c'est le premier niveau. L'autre niveau, c'est que je pense que c'est la première fois, en tout cas au Sénégal, en Afrique, qu'on réunit des apprenants de diverses disciplines parce que les différents participants représentent autant la pratique artistique elle-même en tant que de jeunes artistes, mais aussi la critique et le commissariat en même temps. Donc c'est extrêmement important cette multidisciplinarité et cette diversité aussi d'origine.
Pour cette première session, nous aurons 2 sessions par an qui sont qui sont distinctes l'une de l'autre. On ne délivre pas non plus de diplôme ni d'attestation. C'est vraiment un moment d'enrichissement professionnel, personnel, indépendant que les participants qui sont là viennent accomplir. Donc on a 2 sessions. La première session, c'est effectivement de octobre à décembre, et la deuxième session est d'avril à juin. Et à chaque fois, les places sont très limitées parce qu'on ne peut pas accepter plus de 9 à 10 participants à la fois. Et le corps professoral est toujours organisé autour d'une conception élaborée par un directeur ou une directrice, qui peut être un artiste, un commissaire, un critique, un historien d'art, un collectif, ainsi de suite. Et j'ai vraiment le grand plaisir pour cette première académie et pour cette inauguration de recevoir quelqu'un que j'admire énormément depuis que je l'ai rencontré il y a quelques années, qui, à travers sa sensibilité, son intelligence, a réussi à traduire le travail de toute une génération et de toute une région au départ, et élargit ce travail et ce regard et cette traduction du travail artistique et surtout cinématographique à travers une activité de commissariat assez originale. Je veux dire Racha Salti, qui est ici avec nous aujourd'hui, qui nous a donné l'honneur d'accepter d'être la toute première directrice de l'académie. Et je vais lire un peu parce que je sais que si j'essaye de faire un peu en freestyle et en improvisation, j'oublie toujours beaucoup de choses. Il est important pour moi que vous compreniez exactement qui est là aujourd'hui et qui sera là avec nous pendant les 8 prochaines semaines. Rachel est auteur et commissaire d'expositions spécialisées en art visuel et cinéma indépendant, qui vit et travaille à Beyrouth. Et c'est la région dont je parlais tout à l'heure. Elle a été co-commissaire de The Road to Democracy. Je peux avoir un peu de lumière, s'il vous plaît? On va aller. The Road to Damascus, avec Richard Peña, une rétrospective du cinéma syrien présentée internationalement en 2006, et de Mapping Subjectivity Experimentation in Arab Cinema from the 1960s until now. Avec Jitje Jensen, en 2010, de 2010 à 2012, elle a présenté ce qui a été présenté au MoMA à New York. Elle était l'une des commissaires de la 10e Biennale de Sharjah en 2011. Elle a été co-commissaire avec Christine Coury de Past is Quiet, Native and Ghosts from the Exhibition of International Art of Palestine, Beyrouth 1972, au MACBA, au Centre d'art contemporain de Barcelone en 2015, à la House de Culture de Welt en 2016. Elle a dirigé la publication d'Insight into Syrian Cinema, Essays and Conversations with Filmmakers en 2006, de Beyrouth Berif, The Architecture of Forsaken and Map of the Derelict à Sharjah Art Foundation en 2010, et de I Would Have Smiled, a tribute to Myrte Winter Chobni avec Issam Nasser en 2010. Et j'ai présenté Racha comme quelqu'un qui m'a rendue plus intelligente. Et depuis 2012, nous nous sommes rencontrés, qu'on a développé vraiment une complicité professionnelle et une complicité amicale aussi. Depuis quelques années, nous travaillons ensemble effectivement sur un très beau projet que nous espérons pouvoir amener à Dakar aussi à l'occasion, et qui s'appelle Selim Bruce African and Arab Cinema in the Area of Soviet Cultural Diplomacy. On fait une recherche assez extensive sur l'influence du cinéma russe au
de l'école cinématographique russe dans le cinéma africain et arabe à travers 3 générations de professionnels qui ont étudié le cinéma en Russie entre les années 60 jusqu'à la fin des années 80. Donc ça c'est quelque chose, notre bébé à nous personnellement. Maintenant je ne vais pas parler plus longtemps, Rachel n'aime pas les longs discours, elle m'a dit tu fais très vite. Et je laisse la parole à Rachel pour présenter la session de cette académie. Merci. D'abord, je veux vous remercier très chaleureusement d'être venu. Écoutez, j'espère que je ne vais pas vous ennuyer. Comme Koyo a présenté mon parcours comme s'il y avait un vrai sens à ma vie professionnelle, et en fait, je trouve, et on me dit qu'elle est excentrique, et cette première conférence pour présenter la première session de Raw Materials Academy va être aussi excentrique. Je n'ai pas voulu faire une présentation comme si vous étiez des donateurs ou des journalistes. J'ai voulu partager avec vous un peu dans le cru, dans le raw, mes pensées et mon approche, mes angoisses, mes questions et mes recherches. Et donc, Hunger Incorporated, la manière dont j'ai pensé à cette session, c'est comme si c'était un laboratoire d'idées, et avec les 9 braves participants qui ont voyagé, qui ont obtenu leur visa, puis voyagé, puis trouvé les moyens de s'installer à Dakar et qui viennent depuis 2 jours et avec lesquels on discute. On va peut-être reconstruire le monde. Cette conférence est organisée avec des images et dans l'esprit de ce qui se passe à Rouen. Donc je vais m'exprimer en français, mais les images et les slides vont être en anglais. Parce que la plupart des fellows sont anglophones et ne sont pas parfaitement francophones. Donc voilà, c'est une schizophrénie linguistique que j'espère que vous allez comprendre. So, for the English speakers, I will speak in French, but the slides are in English. So we don't have to run away yet. Hunger Incorporated, je n'ai pas trouvé la bonne traduction au français. Bien sûr, je ne fais pas référence à la famine ou à la faim, mais je voulais faire référence au système de conditionnement de notre vie présente qui réglemente et codifie nos désirs, nos angoisses, la manière dont gère notre vie, la manière dont on devient conditionné à consommer, la soif ou des modèles économiques où il s'agit de courir après des ressources naturelles tout le temps pour assurer une croissance et un développement et de la prospérité. Et en même temps, une consommation, des modèles économiques construits sur l'idée d'une consommation constante aussi pour assurer la prospérité et le bien-être d'une société. Et puis, là, en évoquant ce thème de la faim et de la famine, c'est aussi les conditions qui produisent des états extrêmes, des situations et des conditions extrêmes. Et donc, ça c'est les motifs dont on va discuter avec
les fellows pendant 8 semaines jusqu'au mois de décembre, avec plusieurs autres intervenants aussi. Et pour cet après-midi ou pour ce soir, j'ai voulu déconstruire au centre de ma pratique, de mes questions, c'est la place de l'art, de la production artistique et de la production de connaissances autour des arts, mais aussi la production de la connaissance poétique, sa place dans le social et dans le politique. Et ce que je connais le mieux, c'est le monde arabe. Et donc ce que j'ai voulu faire au début, c'est reconstituer une chronologie pour expliquer des situations, pour arriver jusqu'au moment présent. Une chronologie est aussi un lexique. Et donc, je vais commencer en 1989, j'aurais pu commencer à un autre moment, mais quand même, en Occident, 1989 est une date très importante, parce que c'est la fin de la guerre froide, c'est l'éveil de l'Europe de l'Est à la démocratie, et c'est aussi l'éveil de la Chine à la démocratie. Donc, une des grandes questions qui se sont posées par rapport au monde arabe, c'est pourquoi est-ce que les Arabes ne se sont pas réveillés à la démocratie. Alors, un des mots-clés dans le lexique de notre monde, c'est le Washington Consensus, qui est un... Ah, il y a une phrase en blanc. Qui est un mot contesté, qui est une notion contestée. Mais elle a été déterminée en 1980, elle a été définie en 1989 par un économiste, John Williamson, pour décrire une politique des États-Unis poussée par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale et la trésorerie et le ministère des Finances aux États-Unis. Et ces politiques poussaient à forcer le marché comme un moteur central de tous les modèles économiques dans les pays surtout les pays qui sortaient de la guerre froide et du bloc soviétique. Et ce programme, le Washington Consensus, a proposé à des pays des aides ou des prêts, souvent à tarif très dur, à condition d'implémenter des politiques de privatisation. Des services publics, de l'éducation, de la santé, des transports publics et de tous les autres services. Donc ça c'est le Washington Consensus. Il y a eu plusieurs autres formulations. Il y a le Beijing Consensus et le Mumbai Consensus. Aujourd'hui, l'économie mondiale et la Chine est à la tête de l'économie mondiale, ainsi que l'Inde. Et les deux pays ont proposé des modèles différents, des modèles économiques de développement différents, représentent un cadre des modèles de développement différents. Un autre mot-clé, la doctrine de Reagan, le président américain, et donc qui n'a pas hésité, bien avant 1989, à créer des interventions directes, parfois en utilisant des méthodes de ce qu'on appelle les opérations de guerre non conventionnelles, pour intervenir dans des pays où les forces politiques ou le pouvoir politique risquait de ne pas être amis ou alliés à la politique des États-Unis. C'est important, vous allez voir pourquoi. Autre mot-clé qu'on oublie souvent, manifeste destiny. Je ne sais pas comment traduire en français, destin, manifeste.
Mais c'est un terme, ces deux termes, c'est un terme, une expression qui est au centre de l'impérialisme américain, pour comprendre l'impérialisme américain. Et c'est une conviction que le modèle américain est le meilleur et mérite d'être implémenté partout dans le monde, avec donc ces composantes sont une forme de nationalisme romantique, bien sûr d'expansionnisme américain, et il y a aussi un discours racial, de supériorité raciale, de la culture ou la race anglo-saxonne. Le mot avait émergé dans le 19e siècle, quand il s'agissait de la conquête du versant pacifique et de l'Amérique du Nord. Éventuellement, il s'agissait aussi de l'annexion du Texas et de la sécession de territoire mexicain. Et puis il a été un peu oublié et il a ressurgi avec Reagan, avec Ronald Reagan. Autre terme important du lexique, les guerres qui n'ont aucune fin. Donc d'abord la guerre contre la drogue. C'est une guerre qui a été déclarée dans les années 80, enfin même avant, dans les années 70. Et c'est une guerre qui justifie toutes sortes de dépenses, d'interventions internationales dans d'autres pays, des actes de violence. Et c'est une guerre qui ne semble pas avoir un but clair et qui est devenue un outil de l'impérialisme américain. Une autre guerre qui semble aussi sans fin, c'est la guerre contre le terrorisme. Je n'ai pas, comme les événements sont très récents, je n'ai pas vraiment besoin de vous expliquer ce que ça implique. Mais déjà, nous vivons les conséquences tragiques, catastrophiques de l'intervention en Irak, des interventions continues au Pakistan, dans la corne de l'Afrique. Un des mots que j'aime le plus dans ce lexique de notre réel, c'est blowback. Blowback est un nom qui a surgi dans le dictionnaire de la CIA et qui, parfois je me demande s'ils n'ont pas un sens de tragique dans le sens du théâtre grec antique. Parce que blowback, c'est quand c'est les conséquences presque certaines d'une intervention de la part du gouvernement américain qui va contre le gré de la population, mais qui sert les intérêts du gouvernement américain. Et donc, par exemple, l'exemple le plus connu, c'est la révolution islamique en Iran, qui est une forme de blowback à cause de l'intervention américaine en Iran en 1953. Ils ont tout fait pour arrêter le résultat d'une élection démocratique qui promettait un futur différent pour l'Iran, démocratique, pluriel, divers. Mais les Américains avaient peur que Mossadegh ne soit pas un allié sûr, et donc ils ont tout fait pour organiser un coup d'État et poser le Shah, qui a été leur allié pendant très très longtemps, jusqu'à la révolution islamique. En sachant ce que représentait l'héritage du gouvernement du Shah. Plausible deniability. C'est là où le lexique devient encore plus compliqué.
Et donc, c'est des termes qui, plausible deniability, c'est un terme technique pour l'impunité. Et c'est les manœuvres du régime, du gouvernement américain pour éviter à ce que les responsables politiques qui ont commis des crimes soient poursuivis par toute forme de justice. Un terme intéressant, et ça c'est the right to work, le droit au travail. Et c'est une législation qui a été votée il n'y a pas très longtemps aux États-Unis. Et elle représente une des grandes victoires de la droite conservatrice aux États-Unis et une des stratégies les plus efficaces auxquelles ils ont eu recours, qui est de présenter, de changer les lois, d'utiliser un vocabulaire de droit pour simuler une justice alors qu'il s'agit d'une injustice profonde. Right to work, le droit au travail, ce n'est pas du tout le droit au travail. C'est une loi qui vise à casser les syndicats, tout simplement. C'est une loi qui dit que les ouvriers qui ne veulent pas travailler dans le cadre de syndicats ont le droit de travailler, de trouver un travail. Et voilà, c'est toute une tournure de la notion de droit. Un autre terme, une autre législation très importante qui reprend aussi la notion de droit et qui renverse, et c'est le droit à la vie. Et c'est en fait la législation pour arrêter le droit à l'avortement. Et en représentant le droit à l'avortement comme un crime de mort, de meurtre, le droit à la vie représente le droit du bébé, du fœtus, à la vie, et oublie la maman, oublie la mère, le droit de la vie, enfin. Et ça aussi, c'est un autre tour de force linguistique extraordinaire, quality of life crime, le crime de la qualité de vie. Et quand on entend, on se dit, c'est des crimes commis contre l'être humain dans des droits de base à une qualité de vie. Et en fait, c'est l'inverse. C'est quand un SDF dort devant un immeuble chic. Ou c'est des lois contre le graffiti ou le tag. Voilà. Et c'est une loi qui a été inventée c'est une loi qui a été inspirée du travail d'un sociologue un peu terrible, assez terrible, et qui a été transformée en loi par plusieurs maires de ville qui ont été votés dans les années 80 et 90 et qui représentaient la droite, une extrême droite conservatrice excessivement cruelle et raciste, qui détestait les pauvres, qui voulait chasser les pauvres et les blacks et les démunis et tous ceux qui ne ressemblaient pas de leur ville, notamment Rudy Giuliani. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il les a présentés comme candidat aux élections présidentielles très récemment aux États-Unis. Peut-être qu'il aurait dû. Enfin, peut-être. Un terme aussi qui est quand même qu'on entend très très souvent, mais qui est très récent et que je trouve très paradoxal et qui fait partie de ce lexique qui s'est inséré dans notre vie et qui peut-être fait partie de cet appareil de conditionnement et qu'on accepte sans broncher. Ethnic cleansing. L'idée de... Vous savez très bien ce que ça veut dire par rapport à comment on va subir les conséquences du changement climatique. Dans la loi américaine,
les cyclones sont considérés comme des actes de Dieu. Et donc des choses pas naturelles, bien que les cyclones arrivent tout le temps. Et tout le débat se déplace dans un niveau moral au lieu qu'on juge les autorités publiques sur l'état des infrastructures. Un des mots de la période de Reagan que je trouve qui était très à la mode, mais qui est aussi symptomatique de ce conditionnement à comment on se présente. Je ne sais pas du tout traduire au français, mais en anglais c'est hair day. C'est décider de son être, de son bien-être, juste par l'état de sa coiffe. Et Reagan, bien sûr, était présenté comme un président salutaire, un président qui allait sauver l'Amérique, parce que Jimmy Carter ne se coiffait pas très bien. Et depuis cette notion de hair day, qui est devenue très populaire aux États-Unis, et autre part aussi, il y a eu tout un boost dans l'industrie cosmétique, pharmaceutique, de produits de bien-être. Et c'est devenu quelque chose de vital pour assurer son identité sociale et son statut social. Bon, le Washington Consensus dans le monde arabe, c'est les politiques de restructuration économique et sociale, des privatisations cruelles et féroces qui ont eu lieu dans le monde arabe et qui ont créé des fossés, des fossés qui sont jusque-là, qui existent toujours, qui s'approfondissent dans la structure de classe sociale. Et avec les programmes de libéralisation, nous avons eu aussi des dictatures qui se sont engrainées, qui se sont enracinées, alors que la promesse du modèle du marché devait en principe démocratiser. Et c'est là où il y a eu cette théorie très célèbre de l'exception arabe qui a trouvé en se demandant pourquoi les Européens de l'Est, les Chinois et les Latino-Américains avaient trouvé la voie de la démocratie et que les Arabes n'avaient pas trouvé. Certains chercheurs et académiciens ont décidé que les Arabes trouvaient des solutions, qu'ils préféraient les dictatures aux démocraties. Et donc j'ai voulu un peu reconstituer les chronologies en partant de 1989. J'ai utilisé des textes très connus, des sources très disponibles, très accessibles, pour écrire un peu, citer des événements importants. Et pour voir vraiment pour explorer, étudier cette notion d'exceptionnalisme et d'exception. Et dans cette chronologie, il y a une autre histoire qui s'inscrit, qui apparaît dans une autre couleur, qui est l'histoire, en fait, qui propose une autre représentation, qui est l'histoire de mouvements sociaux, de mouvements de contestation, de manifestations, des sociétés et des communautés qui n'acceptent pas les changements économiques, qui n'acceptent pas les privatisations. Et alors qu'on représente les sociétés arabes comme étant exceptionnellement dociles, en fait, je vais vous montrer dans cet exposé combien il y a eu de mouvements de contestation, combien ces sociétés ont été dynamiques et bafouées. Voilà.
Et moi, je n'ai pas été, je n'ai pas tout mis et je n'ai pas tout fait parce que ce n'est pas mon expertise. Je voulais juste faire un portrait, construire une forme d'argumentaire. Et vous voyez qu'en amont du printemps arabe, il y a de plus en plus de mouvements de contestation. En 1977, les émeutes du pain en Égypte, justement parce que le président Anwar Sadat décide de réduire le soutien public au pain. Et donc, les ouvriers, les étudiants ont organisé des émeutes qui ont été très violentes, enfin, ont organisé des manifestations. La réponse du gouvernement a été très violente. 79 personnes ont été tuées et 800 blessées. Et ces émeutes ont eu lieu à la place Tahrir. Et depuis, le gouvernement a changé l'aménagement urbain de la place pour essayer de limiter le plus possible l'accès à cette place, pour éviter que les gens se rassemblent à cette place, pour tuer la mémoire de cette place. Et effectivement, quand le printemps arabe a eu lieu, quand les gens se sont dirigés vers Tahrir, le monde ne savait pas. Tout le monde, cette histoire, la transmission de cette mémoire, des insurrections, des rébellions, ne s'était pas effectuée. 1980 à 83, en Algérie, un pays qui est souvent noté par les médias comme étant particulièrement docile, où il n'y a pas de soulèvement contre Bouteflika, etc. Mais de 80 à 83, il y a eu ce qu'on appelle le printemps berbère, qui a aussi été réprimé avec énormément de violence. Il était aussi très important un mouvement de féministes pour les droits de la femme. 1988, aussi en Algérie, nouvelles manifestations, nouveaux mouvements sociaux pour pousser à une démocratisation du régime. Le président Chadli promet des réformes, mais il a été assassiné très vite et c'était un assassinat très spectaculaire parce qu'il faisait un discours qui était diffusé à la télé, donc tous les gens l'ont vu mourir live. Avant le printemps arabe, il y avait le printemps de Damas, qui n'a pas duré très longtemps, mais c'était un moment que j'ai aussi vécu moi-même, très important à Damas, où entre une période grise de passation de pouvoir entre le papa dictateur Hafez al-Assad et le fils dictateur Bachar al-Assad, il y a eu un espoir, une odeur d'espoir que Bachar pouvait faire des réformes politiques et libéraliser le régime, mais ça n'a pas eu lieu. Mais pendant quelques mois, les gens sont sortis de leur mutisme, les gens se sont rassemblés, ont discuté, ont même fait il y a eu des conférences et des congrès. Et c'était une illusion très enrichissante. Kifaya, qui veut dire assez en arabe, un mouvement de contestation très important en Égypte qui a émergé en 2004, même avant, en 2003, on peut dire, et c'est ce mouvement-là qui a été à l'avant-garde de la révolte à Tahrir en 2011. Ce que j'essaie de vous raconter sans vous ennuyer, c'est combien, en fait, ces sociétés ont été des sociétés dynamiques
qui n'ont pas accepté ou les dictatures ou les politiques imposées par les États-Unis. Le mouvement du Sistaki, qui s'est inspiré du mouvement de rébellion d'insurrection serbe ou en Serbie, et qui a été très important et très instrumental dans la mobilisation d'une jeunesse éventuellement qui a participé à la révolte de Tahrir. J'ai quelques images, quelques faits. Mahalla est pas très loin du Caire et c'est une région industrielle où la production du textile est très domine l'activité économique. C'est pour vous dire aussi que les médias, les journalistes et même les experts d'Égypte pensaient que, ou représentent la classe ouvrière en Égypte comme étant aussi une classe docile, comme étant une classe qui a accepté la justice, qui a accepté la cruauté des conditions de travail. Mais en fait, comme je peux vous lire, il y a eu entre 1988 et 1993, il y a eu 162 mouvements ouvriers, révoltes ouvrières, avec une moyenne de 27 par an. Entre 1998 et 2003, il y en a eu 118. C'est pas mal. Ça, c'est une société qui n'a pas peur du pouvoir. Ben Ali, Tunisie. Le printemps tunisien a commencé en fait en 2006 avec les révoltes, les insurrections contre dans le sud du pays, et Ben Ali avait assuré qu'il y ait un blackout total des médias. Les insurrections ont été réprimées avec énormément de cruauté, mais c'est effectivement le mouvement social à Gafsa qui est l'antécédent du printemps tunisien. En pensant à ces insurrections, je vis à Beyrouth, je suis très proche de la Syrie et je travaille dans le milieu et le secteur artistique. Je voulais vous montrer des choses, des actions qui ont été faites par des Syriens, des militants, qui ressemblent beaucoup à des actions artistiques. C'était des actions militantes. Et je crois que ces gens n'avaient pas l'intention de faire de l'art, mais ils ont eu recours au langage de l'art, à l'imaginaire de l'art, à la générosité et la convivialité de l'art pour militer, pour imaginer un monde autre et différent. Là, vous voyez des images d'une vidéo qui incite à créer un système d'économie alternative en plein milieu de l'insurrection. Il voulait pousser les gens à ne plus utiliser l'argent, la monnaie syrienne, et commencer une sorte d'économie de troc. Should I say it in English? You're okay? Et donc, cette vidéo a été faite avec des découpages, etc., par une jeune artiste, qui était une jeune fille qui faisait ses études à l'école des Beaux-Arts. Pour raconter aussi l'insurrection et la guerre en Syrie, l'insurrection des gens, un groupe aussi de militants avec des étudiants dans l'école des Beaux-Arts ont créé une vidéo d'ombre chinoise. En arabe, Assad veut dire lion. Et donc c'est pourquoi vous voyez un lion qui vient dans une ville et qui achète les autorités religieuses et qui envoie ses soldats, ses paramilitaires attaquer les gens.
très situationniste aussi, une autre action qui ne se voulait pas situationniste, qui se voulait une action militante, mais ce que je veux communiquer, c'est comment une action politique fait appel à un autre imaginaire, à l'imaginaire créatif et artistique. Un beau matin, en 2011, Damas a beaucoup de fontaines. Un beau matin, en 2011, les Damassiens se sont réveillés et ont trouvé que toutes leurs fontaines crachaient de l'eau rouge, du sang. En fait, c'était bien sûr, ils avaient mis une peinture rouge dans l'eau, mais l'armée a été complète, les soldats étaient effroyés. Et partout, on a cherché à arrêter l'eau, et depuis, les fontaines ont pu fonctionner. Une autre action très intéressante, Damas est une ville plate avec une montagne qui s'appelle le mont Qasioum, qui la surplombe. Et c'est un mont très haut, et les Damassiens en général montent jusqu'au sommet pour regarder leur ville, écouter de la musique, boire un café ou fumer le chicha. Et donc sur la pente de ce mont, il y a le palais présidentiel, il y a aussi les villas des militaires. Il y a un groupe de jeunes qui ont pris des milliers de balles de ping-pong sur lesquelles ils ont écrit des slogans de l'insurrection. Ils les ont jetés du haut du mont. Une balle de ping-pong, c'est complètement inoffensif et ça fait une cacophonie extraordinaire. Et ils ont créé pendant des heures une forme d'attaque auditive sonore. Ça aussi, ça aurait été une action situationniste si on était à Paris en 1968. Des histoires et des anecdotes du revers, de l'opposé, comment un imaginaire politique se transforme. En Tunisie, en 2012, dans la région de Siliana, le nouveau ministre de la Nahda, du premier gouvernement après la Révolution, le gouvernement Nahda décide de nommer un nouveau gouverneur sur la région de Siliana. La région de Siliana est laïque, profondément laïque et de gauche. Et le ministre de l'Intérieur nomme un gouverneur qui appartient au parti Nahda, donc frères musulmans. Et la population proteste et leur dit il ne nous ressemble pas, il ne nous comprend pas, il va venir décider de nos cursus scolaires, de nos affaires quotidiennes. Il faut prendre un gouverneur de chez nous qui nous comprenne. Et le ministre de l'Intérieur refuse. Alors les gens se rassemblent sur la place publique et manifestent. Et le premier jour, la police vient et violente les manifestants. Le deuxième jour, les manifestants reviennent, et cette fois c'est l'armée qui revient, et avec des francs-tireurs, il y a des blessés, il y a des morts. Le troisième jour, la population de Siliana fait quelque chose qui était jusqu'à maintenant inimaginable. Ils disent, nous ne voulons pas ce langage de violence, nous ne voulons pas ce rapport de violence. Vous voulez faire ça, on ne peut pas vivre sous votre autorité. Et ils s'en vont. Ils font cette image, c'est l'image des gens qui quittent la ville, qui font leur bagage avec leur voiture et ils quittent. Et le gouverneur est tellement humilié qu'il démissionne. Et ça, c'est un nouveau mode de faire le politique. Un désir profond de ne pas vouloir se laisser prendre dans un rapport de violence, dans un rapport de force. C'est un imaginaire politique créatif. La dernière histoire d'action militante et politique en Palestine, en 2012, décembre, je crois, les accords de paix de Oslo sont très compliqués. Mais en gros, ils séparent la Palestine, la Cisjordanie, en 3 territoires. Zone A, qui est complètement sous l'autorité des Palestiniens. Zone B, autorité palestinienne, contrôle palestinien-israélien partagé. Zone C, contrôle israélien, où les Palestiniens
peuvent exister ou passer, mais avec des conditions très claires. Et aux environs de Jérusalem, il y a un territoire qui s'appelle E1. Et en fait, ce territoire, son destin est aussi indéterminé comme celui de la ville de Jérusalem. Netanyahou, avec sa politique d'expansion d'économie, décide de mettre main sur ce territoire et de commencer à construire des colonies. Et c'est illégal. Alors les militants de partout viennent pour créer leur propre colonie. Et c'est là où l'histoire devient intéressante. Ils ont nommé leur colonie Babel Shams, la porte du soleil, en référence à un roman, qui est un roman écrit par un Libanais, Elias Khouli, qui est le roman épique palestinien, qui raconte l'histoire d'un homme qui, en 1948, a été séparé de sa femme est restée en Palestine, lui il est venu au Liban, et qui décide de devenir combattant de l'OLP juste parce qu'il veut passer la frontière clandestinement et retrouver sa femme. Et il fait ça pendant 20 ans, il a 8 enfants avec elle. Et donc le roman est magnifique, il est construit un peu comme les livres. Chaque histoire ouvre sur une nouvelle histoire, et donc c'est pour ça qu'il est épique. Mais ce qui est beau, c'est qu'un roman devient la référence pour une action politique. Je voudrais terminer en vous présentant quelques projets d'artistes qui, pendant cette période d'avant le printemps arabe et après le printemps arabe, m'ont beaucoup troublée. Et m'ont beaucoup troublée. Et donc, je vous ai dit que j'allais partager autant mes anxiétés que mes interrogations. En 2009, en décembre 2009, une artiste égyptienne extraordinaire, qui est décédée quelques années plus tard, Amal Menawi, a décidé de faire une performance dans le centre-ville du Caire. Et il se trouvait que j'étais là-bas, j'ai su que Amal préparait une performance. Par curiosité, j'ai été voir. Et quand j'étais là-bas, d'abord je vous décris la performance. Elle a payé des gens à croiser la rue, comme vous voyez, à 4 pattes, en plein milieu du jour. En fait, c'était 17h de l'après-midi, donc c'est un peu une heure de quand elle les a payés, elle leur a dit: je vais vous donner 50 guinées égyptiennes et vous allez faire quelque chose pour moi. Je veux que vous jouez un rôle dans mon film. Elle avait une caméra, elle avait fait appel à beaucoup d'amis qui sont réalisateurs et chefs-op. Et donc il y avait beaucoup de caméras. Et puis, donc elle a rassemblé ces gens et ils sont croisés. Et alors que la performance avait lieu, c'est un quartier très bondé de gens et d'activités. Beaucoup de gens ont vu des hommes à 4 pattes croiser la rue et d'abord ils étaient étonnés et puis ils étaient enragés. Et ils ont attaqué Amal et les gens avec les caméras en leur disant, en l'accusant qu'elle était en train de faire quelque chose qui allait nuire à l'image de l'Égypte. Et que des hommes à 4 pattes, c'est une position d'humiliation, et que ça représentait une humiliation. Sûrement, c'était destiné à humilier les Égyptiens ailleurs dans le monde. Et donc il y a eu des échanges très violents, et puis la police est intervenue, puis ils ont pris Amal en prison, et son frère, qui était un peu son producteur, et quelques personnes avec des caméras, et ça a fait tout un brouhaha. Et je me souviens combien j'ai été gênée de cette action, et je me demandais, mais pourquoi elle fait ça, pourquoi elle fait ça? Est-ce que pour souligner que les gens étaient soumis pour mettre à nu l'humiliation
de ce que ça voulait dire d'être égyptien à ce moment-là. Et je me souviens que je ne lui ai pas parlé pendant longtemps. J'ai évité de lui parler pendant très longtemps. Et en fait, c'est 2 ans plus tard, après qu'il y a eu Tahrir, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était de la pure provocation et que peut-être c'était très nécessaire. Qu'en fait, elle voulait casser une forme de silence, de complicité avec un régime et un ordre de choses qui était tellement violent, mais qui avait besoin comme un coup de poing. Voilà. On en discutera plus tard si vous voulez. Et puis, alors ça c'est après le printemps arabe. Je suis à Tunis et quand je voyage, c'est pour du travail, c'est pas pour des vacances. Et je rencontrais des réalisateurs et des artistes. Et je rencontre un jeune homme charmant, Ismail Yamsi, qui est à la fois vidéaste et réalisateur, qui fait des films plutôt expérimentaux. Et Ismail avait une exposition où il montrait une vidéo très troublante. Et donc, il se trouve que pendant les élections, donc juste après que Ben Ali soit parti et que le gouvernement, qu'il y a eu des élections mises en place. Salah, bien entendu, avait pris les élections très très au sérieux et un des candidats de la Marta, Ali Al-Hadid, était un ancien, a passé beaucoup de temps en prison, était un prisonnier politique. Et un jour, sur Dailymotion, quelqu'un poste une vidéo très étrange qui semble être en fait un montage de 2 vidéos, même 3, tournées en prison, où il y a Ali Al-Hadid dans sa cellule avec un autre homme où ils font l'amour. Et c'est vraiment, ils font l'amour, leur acte est tendre, calme, ils prennent leur temps, ce n'est pas un acte de violence, ce n'est pas de la pornographie, voilà. Et donc, très vite, donc, la vidéo apparaît sur Dailymotion, bien sûr, tout le monde se la partage, et elle fait la une des journaux, et puis Jalel Brik annonce que c'était lui qui a obtenu cette vidéo d'une source qu'il ne veut pas révéler et qu'il a téléchargée sur Dailymotion. Et donc il y a eu tout un débat sur Ali Al-Hadid. C'était clair que cette action était pour nuire à sa réputation, pour insinuer qu'il est homosexuel, en sachant que les frères musulmans n'ont aucune tolérance pour l'homosexualité. En fait, elle a eu l'effet inverse. Les gens se sont ralliés autour de Ali Al-Hadid, il a eu un soutien extraordinaire, et les débats sur la honte de l'homosexualité a été discutée dans plusieurs cercles, chose qui n'était pas du tout attendue par les forces de conspiration qui avaient lancé la vidéo. Mais la question est, qu'est-ce qu'on fait de cette vidéo? C'est une vidéo, c'est des archives d'une police, d'un régime de dictature qui torture, qui manipule. Donc c'est une archive de traumatisme. Et cette archive, elle est là, elle est quelque part. Et quand une fois, elle devient publique, est-ce que l'artiste Ismail a le droit de la prendre et de la mettre dans une exposition d'art? Est-ce qu'elle peut devenir un objet de production sur Google, sur cette... et les images sont profondément antisémites, c'est-à-dire que c'est là où on peut voir combien l'antisémitisme contre les juifs ressemble ou retrouve l'antisémitisme contre les arabes. Voilà, les autres images de chaos, de traumatisme, de dystopie. Parce que les images aujourd'hui, la chose qui nous fait le plus peur, qui semble nous faire le plus peur, c'est bien entendu les vidéos de Daesh qui sont diffusées partout. Et on sent que
On se demande si c'est la fin du monde, si est-ce qu'il y a de plus horrible que les hommes qui décapitent live et partagent ce spectacle partout dans le monde. Et je crois que ces images-là de traumatisme font aussi partie de l'archéologie et de l'origine du vocabulaire de Daesh. Et j'ai trouvé cette phrase de Gramsci que j'aime beaucoup, qui me soulage et que je partage avec vous. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. The old world is dying and the new world struggles to be born. Now is the time of monsters. Voilà. Et je termine avec le gros méchant et la grande réflexion sur le pétrole, le gaz naturel, la manière dont on a construit nos économies, nos vies, la manière dont on a détruit notre terre. Et le lien en monstre. Merci. Merci beaucoup, Macha. C'est très inspirant. On va remettre les lumières. Je ne sais pas, on va passer à un moment où vous pouvez poser des questions, faire des commentaires par rapport à cette présentation. Certes, Macha n'est pas entrée dans le détail de l'explication de la présentation de l'Académie en tant que telle. Elle a effectivement pensé les contours et ce qui anime ou ce qui sous-tend la réflexion autour de cette session de Royal Academy. Moi, j'ai une question directe pour toi. C'est Hunger Incorporated a été développé sur la base effectivement de cette préoccupation, de ces agressions multiples, politiques, naturelles, humaines, sociales et ainsi de suite. J'aimerais, si tu peux, un peu entrer dans, un peu expliquer ou parler de comment est-ce que tu as organisé les 8 semaines et les différentes personnes qui vont passer et comment ça s'articule autour de cette préoccupation, de cette exploitation et de cette exploitation extrême. D'abord, il y a des textes et des films et des discussions, des lectures ensemble, qui vont avoir lieu ensemble entre moi et les fellows, mais aussi avec aussi les autres intervenants, sur justement ces différents aspects de ce régime de positionnement. C'est-à-dire, il y a bien entendu tout ce qui a à faire avec le climat et les changements climatiques, notre rapport à la nature, notre rapport aux ressources naturelles. À ce niveau, il y a une physicienne suisse-allemande, Ursula Biemann, dont la pratique est basée sur reprend le langage du documentaire, mais elle est véritablement une plasticienne. Elle fait beaucoup de recherches. La recherche prend une part centrale dans son travail. Ursula, le dernier travail, la dernière œuvre d'Ursula, est sur notre rapport à la nature et notre rapport à la nature, à l'eau, à l'air, à l'accès et le droit aux ressources naturelles. Et donc, elle, par exemple, va occuper une place, elle va venir une semaine, elle va travailler sur ces thématiques. Il y a aussi Nesrine Salti, qui est une économiste, et qui travaille beaucoup sur l'idée des systèmes, que les modes
d'extraction où la nature, les économies et les États construits à partir de l'extraction du charbon en contraste avec les États et les systèmes sociaux et les économies construites à partir de l'extraction du pétrole, par exemple. Elle va faire des conférences sur ce sujet. Il y a aussi le rapport, ce qu'on appelle le rapport anxieux au réel, c'est-à-dire notre conditionnement à consommer, nous penser ou la part de consommateur dans notre subjectivité. Et donc, et toute l'anxiété que ça génère. Notre construction de notre identité par rapport au réel. Et donc là, on est un peu plus dans l'existentialisme. Et là, c'est pourquoi j'ai invité deux réalisateurs dont l'œuvre est vraiment ancrée dans ces questions. Newton Adwaka, qui est du Nigeria et qui habite à Paris, et Hassan Salhab, qui est libanais et qui habite à Beyrouth, mais qui est né au Sénégal. Et donc ces deux réalisateurs ont, par leur œuvre, créé une poétique qui justement répond à ces questions existentialistes profondes de notre être aujourd'hui, notre rapport à comment on construit notre subjectivité. On prend des films de fiction, pas des films documentaires. Et puis, il y a une poète qui est aussi monteuse de films, Karine Doumet, qui est assez magnifique, et dont la spécialité est justement des films très personnels, très subjectifs, des films qui chevauchent la fiction et le réel et le documentaire. Patricia Falguer, une grande historienne de l'art qui habite et travaille à Paris, va proposer une réflexion sur la question du retour au matériel. C'est un tournant, le retour à la matière a été une mode parmi de nouveaux philosophes dans les années 90, et cette mode s'est peu à peu étendue aux sciences sociales, et elle a finalement touché l'histoire de l'art, et donc elle va venir partager et poser ces questions. D'une manière beaucoup plus simple, moi par exemple, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut écrire, comment on regarde les objets, est-ce qu'on peut écrire l'histoire d'une société à partir d'un objet? Et qu'est-ce qui se cache derrière cet objet? Qu'est-ce qui se révèle? Et est-ce que révéler des choses sur la production de cet objet, les mains qui l'ont fait, les mains qui l'ont conçu, le capital qui a financé sa production, et si on révèle toutes ces forces, tous ces réseaux, tous ces éléments, notre savoir du monde, notre rapport au monde, serait-il différent? En fait, pour être très honnête, Hunger Incorporated est une thématique que Koyo et moi avions élaborée quand nous étions invités à faire une transition à Shanghai. Et bien entendu, on était dingue de dire à les Chinois Hunger et puis Incorporated. Je crois que c'est la dernière chose qu'ils voulaient voir, sinon entendre ou écouter. Mais c'est un sujet qui est resté, et qui nous a fait vraiment réfléchir. Et je crois que toutes les deux, on n'a pas voulu lâcher. Parce que les possibilités parce qu'on part vraiment de quelque chose de réel à quelque chose de très très poétique. Parce que la faim, hunger, est un état d'être. Et donc les possibilités d'analyse et de recherche deviennent assez larges et assez riches. Quand je fantasmais qu'on allait faire cette biennale et qu'on allait accepter notre Hunger Incorporated, je me disais, j'ai envie de faire des tableaux avec des portraits de toutes les personnes, de toutes les mains
qui vont œuvrer. Et je pense très souvent à ça. Quelle est la gueule de l'homme de la femme qui a mis le bouchon sur la vie? Parce qu'il y a tellement de petits procédés. Et justement, c'est parce qu'ils sont invisibles qu'on arrive à tisser des leurres, qu'on arrive à ne plus les voir eux aussi, et qu'on arrive à se croire différents d'eux, et qu'on arrive à construire une notion de privilège qui est complètement infondée. Leur destin est le nôtre.